Maintenant, ren long si mais pour nous marcher. Tipa tipa, nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous pas de bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa tipa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir une fois de plus à notre Tipa Tipa en ce dimanche 8 septembre. Depuis le début de la semaine, des milliers de fidèles venus des quatre coins du pays et d'ailleurs se rendent à Sainte-Croix pour se recueillir auprès du bienheureux Jacques Désiré Laval, apôtre des pauvres apôtres de l'île Maurice. Béatifié en 1979 par le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, qui va consacrer en 1988 le cardinal Jean Margéot. Le titre de notre programme aujourd'hui, Civilisation mauricienne et valeurs morales, c'était le titre de la dernière lettre pastorale du cardinal Jean Margéot, un peu comme son testament, et dont nous allons aujourd'hui parler de son héritage avec nos invités, le père Philippe Goupil et Jean-Noël Adolphe. Vous avez tous les deux récemment animé une conférence organisée par l'ICJM. Nous allons donc parler de cette conférence. Merci d'être venus tous les deux aujourd'hui. Et donc, quel était le thème de cette conférence et pourquoi avoir eu cette conférence autour du cardinal Jean Margéot? C'était une manière de célébrer l'anniversaire de son départ, quand il est décédé au mois de juillet. Donc l'Institut cardinal Jean Margéot, qui porte son nom, a décidé d'organiser une sorte de rétrospective de son engagement social et surtout de la collaboration que l'Église catholique a eue avec l'État dans le domaine caritatif, social, formation des couples, formation des jeunes. C'est un peu tout cet ensemble-là que nous avons voulu rappeler à l'occasion justement de l'anniversaire du cardinal Margéot. Nous parlons du Père Laval. Quelle association pouvons-nous faire entre le cardinal Margéot et le Père Laval? Et pour moi, personnellement, je pense que le Père Laval a été un prophète dans le sens qu'il n'a pas réservé l'annonce de l'Évangile à des prêtres, à des religieux, à des clercs, comme on dit. Mais il a voulu faire confiance aux laïcs, c'est-à-dire aux baptisés qui ne sont pas ordonnés prêtres. Alors je pense que ça, c'est une dimension très importante de la vie du Père Laval. Et Jean Margéot, sur les traces du Père Laval, a fait confiance aussi aux laïcs pour les inviter à participer au développement du pays après les années d'indépendance, c'est-à-dire après l'indépendance en 1968. Il fallait relancer l'esprit d'entreprise. Pour cela, il fallait former des jeunes qui avaient le courage de créer, de rassembler et de motiver. Alors justement, Jean-Noël Adolphe, vous étiez donc jeune, vous êtes laïque et vous avez participé à l'essor, à ce développement du pays aux côtés du cardinal Margéot. Pouvez-vous nous en parler? Oui, alors moi, Monseigneur Margéot m'envoie au Coady Institute en 1968. Je venais de faire des activités que certains se rappellent encore, qui s'appellent SOS Vendredi Saint et M25. Et alors, j'ai été considéré probablement dans le diocèse comme un genre de leader en devenir. Et c'est comme ça que je suis envoyé par Monseigneur Margéot au Canada et au Coady International Institute. Et c'est là où va commencer, si vous voulez, toute mon action, parce que je suis formé dans cet institut qui va me donner beaucoup de perspectives et pour devenir ce qu'on appelle un leader social. Alors donc voilà, on commence comme ça et on en reparlera un peu plus tard. Cette semaine, nous avons aussi célébré
l'anniversaire de la mort de Sainte Mère Teresa de Calcutta. Son héritage à elle, c'est un petit peu les pauvres, la charité. Quand on parle d'héritage, quand on parle de testament, quel a été l'héritage de Monseigneur Jean Margéot, du cardinal? Bien, je dois dire d'abord que quand il y a eu le fameux rapport Titmuss-Emide en 1962 par rapport à la démographie, donc l'île Maurice était un pays où il fallait réduire le nombre d'enfants par famille. Alors, ce n'était pas facile, parce que comme vous savez, dans l'Église catholique, on avait des principes par rapport à la contraception. Alors, c'est là que Jean Margéot a fondé l'Action familiale. Je pense que ça a été un grand plus pour le développement du pays parce que, tout en enseignant la régulation naturelle des naissances, il a eu tout un effort pour former les foyers, former les couples au dialogue, commencer les cours de préparation au mariage. Alors là, je pense que c'est un héritage social important. Parce que la charité, ce n'est pas seulement donner un poisson à celui qui a faim, comme dit le proverbe japonais, mais c'est de lui apprendre à pêcher. Alors je pense que dans ce sens-là, qu'avec l'IDP, il y a eu comme un bourgeonnement, comme un développement, une dynamique de la créativité dans le domaine social. Alors, donc, lorsque je retourne du Canada en 1970, avec Monseigneur Nagapen, qui lui aussi avait été suivre le même cours que moi, nous avons fondé l'IDP, l'Institut pour le développement et le progrès. L'IDP a eu donc a eu un impact, si vous voulez, sur la vie du pays pendant les années 70-80 et dans plusieurs sens. Alors, on prend le sens de comme dit Philippe, la formation des cadres. Alors, nous créons avec l'IDP la formation leadership social. On enseigne aux jeunes alors à ce moment-là être leader, mais aussi avoir des moyens de travailler pour le développement. Par exemple, en parlant des credit unions, des choses qu'on ne connaissait pas, on parle du développement communautaire, et donc des outils de formation, d'action sociale qui vont être mis dans le pays. Par exemple, l'IDP, il n'y avait que 2 credit unions lorsqu'il est fondé, et après ça, je ne sais pas quelle quantité qu'il y avait eu, grâce au travail de Monseigneur Nagapen. Ensuite, après ça, il y a eu aussi un gros travail que nous avons fait dans ce sens du développement, et il y avait les pêcheurs qui n'avaient pas de moteur pour leur bateau. Et voilà qu'on crée un revolving fund qui va permettre à ces pêcheurs, et ça c'est un gros travail du père Robert Fleureau qui a été fait à cette époque-là, donc on multiplie les moteurs et ça permet aux pauvres pêcheurs d'avoir des possibilités qu'ils n'auraient pas eues sinon. Je donne comme ça quelques éléments pour montrer comment l'avènement de l'IDP va transformer beaucoup de choses et quelque chose de très important, je pense. L'IDP est peut-être une des rares organisations qui a réussi cela. C'est ce qu'on appelle le mauricianisme. Avec l'IDP, il y avait le mauricianisme vécu ici à Maurice. Parce que comme les personnes de toutes les couches de la société venaient suivre nos cours, alors donc on avait la possibilité d'avoir donc tout ce monde-là vivant ensemble comme une famille. En tout cas, pour moi, ça a été une expérience extraordinaire et je sais que pour beaucoup de Mauriciens, ils se demandent où est l'IDP aujourd'hui. Et je rebondis sur le mauricianisme, si vous permettez, c'est que justement, je trouve que le cardinal Margéot a eu un impact extraordinaire sur le mauricianisme. Parce que, comme vous le savez, comme l'histoire le dit, une grande majorité de catholiques avaient voté contre l'indépendance en 1968. Et lui, il a eu le courage de motiver les catholiques pour leur dire il faut participer au développement du pays, il faut créer le mauricianisme. Et c'est ainsi que commence la grande épopée des années 70, la création des entreprises,
avec justement les jeunes formés par l'IDP de Jean-Noël Adolphe. Et alors, nous parlons de l'éducation. Quel a été le rôle moteur du cardinal Margéo pour justement promouvoir l'éducation pour tous? Alors, je pense que le cardinal Margéo a souligné que les écoles catholiques devaient jouer pleinement leur rôle dans la construction du mauricianisme. D'ailleurs, dans la plupart des écoles catholiques, nous sommes tombés avec un accord avec le gouvernement qu'il y aurait 50% des élèves qui seraient choisis par l'autorité catholique et 50% par le gouvernement. Donc je pense que là, au niveau des collèges catholiques et des écoles primaires catholiques, il y a eu déjà une ouverture extraordinaire au mauricianisme. Parce que nous avions un peu tendance, si vous voulez, à garder les écoles catholiques un peu comme le précaré des catholiques. Alors ça a été une grande contribution du cardinal qui a eu le courage de signer cet accord que 50% de nos places seraient ouvertes au gouvernement et donc pour accueillir des personnes qui n'étaient pas forcément catholiques. Alors je pense que ça c'est très important et je pense que tout l'effort qui a été fait dans le domaine de l'éducation, c'est aussi au niveau, pas seulement l'éducation dans les écoles, mais l'éducation des couples, l'éducation des jeunes, l'éducation des familles. Enfin, il y a tout un domaine dans lequel l'éducation a joué une place très importante. Et pour lui, c'était très important, l'éducation, le cardinal, c'est très important. Alors justement, on arrive à vous, vous deux. Vous avez parlé de l'IDP. Vous avez collaboré étroitement, Père Goupy, avec le cardinal Margéo quand il était évêque en tant que secrétaire du diocèse. Est-ce que vous pourriez peut-être nous parler justement de ces moments passés à ses côtés? Quels souvenirs vous en gardez? Bien, vous savez, je pense que le cardinal Margéo était un homme très simple, très accueillant. Il n'est pas du tout une grosse tête et il disait lui-même qu'il n'était pas intelligent. Et c'est pourquoi il faisait appel à des collaborateurs. Il n'était pas intelligent. Et je pense que sa force, c'est surtout dans sa spiritualité. Parce que, bon, ce n'était pas quelqu'un qui faisait des exercices spirituels dans le sens du rituel, mais il était profondément convaincu de la valeur de l'Évangile, des valeurs évangéliques. Et je pense qu'il avait une solidité morale qui était comme une espèce de repos pour ses collaborateurs. C'est-à-dire que devant toutes les crises, devant tous les problèmes, et spécialement les émeutes, etc., que nous avons subies et tout, eh bien, il avait une espèce de sagesse, de profondeur, de calme, qui pour moi est une marque vraiment de l'être chrétien. C'est-à-dire celui qui agit, mais en même temps qui se repose en Dieu. Jean-Noël? Oui, moi, eh bien, je dois dire que on a travaillé, du moins, on a travaillé beaucoup ensemble parce qu'il y a une période de ma vie où j'ai été appelé à créer des choses. D'abord l'IDP, mais j'ai aussi créé d'autres institutions dans le diocèse. Et les personnes sauront, en passant à Petite-Rivière, on voit le foyer Fiat. C'est moi-même qui ai commencé ça avec un groupe de jeunes à une époque. Et ben, je peux dire combien Monsieur Margéo nous a beaucoup aidés. Et Philippe parle de la promotion du laïcat. Je crois qu'à travers tout ce qui s'est passé avec le foyer Fiat et la communauté Fiat que nous avons fondée, et ça montre comment il nous a soutenus. Et il m'a beaucoup soutenu parce que c'était pas facile pour être un laïc de venir à cette époque-là créer des choses comme un foyer, comme une communauté. Et Monsieur Margéo a été très, très, très helpful. Il m'a beaucoup soutenu. À chaque fois, j'allais le voir pour demander la permission, parce que vous savez, dans le diocèse, dans l'Église catholique, on ne peut pas fonder quelque chose si on ne va pas voir l'évêque. Alors, comme j'ai fondé plusieurs choses à cette époque-là, j'allais le voir, je lui dis, ben, est-ce que je peux commencer la communauté Fiat? Est-ce qu'on peut aller habiter ce terrain qu'on voit, le foyer Fiat? Ce terrain appartenait à Madame Casimir, et Madame Casimir était prête à mettre ça à notre disposition. Mais il fallait avoir la permission de l'évêque. Donc, j'allais comme ça le voir et lui demander. Et il nous accompagnait beaucoup. Par exemple,
petite histoire, une petite anecdote. Et ben, on crée une communauté. Alors, faites bien attention, une communauté, on est en 1974, et il y a 4 garçons et 2 filles qui vivent en communauté. Et Monsieur Margeau, naturellement, avait l'œil sur cette communauté. Il disait, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Et il venait régulièrement dîner avec nous. Et un soir, que vous savez, nous étions des jeunes, on ne savait pas trop bien cuire, etc. Il dit comme ça, et tu quand même un peu bouillon, du riz là. On lui avait donné un riz, vous savez, pas bien cuit. C'est quand même un peu bouillon. Non, c'est pour montrer un peu la relation qu'il avait avec nous. Il nous aimait bien, il était comme un père qui venait nous voir, nous aider à avancer. Et alors, il y a aussi une autre anecdote que j'aime raconter parce que je trouve ça vraiment intéressant. Et nous sommes à Paris en 1976. Alors, Monseigneur Margeau et avec moi et un autre ami, un autre frère ami, le frère Coudrin, nous étions tous les 3 dans un train et nous allions, moi j'appelais ça mendier un prêtre avec un responsable de communauté qui avait un prêtre pour nous faire. Alors moi, j'avais besoin d'un prêtre à Petite-Rivière, dans notre communauté. Et Monsieur Margeau était bien content d'entendre ça. Il venait, on est allés ensemble. Et nous avons vraiment arraché ce prêtre-là de ce supérieur de communauté. Et il est venu ici, c'est le père Jean-Louis Mollet, qui a passé 8 ans, que Philippe connaît, et qui a passé 8 ans avec nous ici. Mais pour vous dire, cette relation, cette amitié qu'il y avait entre M. Margeau et moi-même pour aller là chercher, pour aller mendier un prêtre à Paris, et c'est quand même intéressant. Oui. Moi, je voudrais rebondir dessus, parce que, par exemple, quand il a été fait cardinal, nous sommes allés à Rome pour recevoir le cardinalat du pape. Et la veille, sa sœur est morte dans un accident de voiture à Rome. C'était un grand bouleversement. Et à 2 heures du matin, on m'a téléphoné, comme j'étais son secrétaire, pour dire, voilà, la sœur du cardinal est à l'hôpital et je crois qu'elle va mourir. Alors nous avons pris un taxi, je me rappelle, on a été à l'hôpital et il s'est mis à genoux près du lit et il a prié pendant à peu près 25 minutes sans rien dire. Et c'était d'une profondeur extraordinaire. Quand il s'est levé, il m'a dit, tu sais, on ne change rien au programme de demain. Je trouve ça extraordinaire. Ça m'a intériorisé sa souffrance, mais en même temps faire confiance à l'avenir. Alors pour moi, c'était un moment très fort qui a fortifié ma foi personnelle. Et je pense que c'est bon de le rappeler parce qu'on n'a pas écrit vraiment sa biographie encore. Et il y a des choses comme ça qui, je pense, pourraient interpeller beaucoup de jeunes sur la route de l'engagement, Jean-Noël. Sur la route de l'engagement, aujourd'hui, et il y a une profondeur dans le christianisme qui mérite d'être partagée et qui est un moteur pour construire la civilisation mauricienne avec les autres religions, mais dans le dialogue et le respect. Nous ne pouvons pas résumer toute une vie en 26 minutes. Ce n'est pas possible. Et tout ce que vous me dites, ça me ramène justement à pas mal de souvenirs de Monseigneur Margeau, du cardinal, qui était toujours aussi présent à la MBC. La communication était quelque chose de très, très importante pour lui. Père Goupil, vous avez parlé de sa présence dans les moments difficiles du pays. On se sentait justement rassuré. Et donc, allons parler de ces grandes décisions, des grandes dates. Il ne nous reste que 8 minutes pour terminer ce programme. Bien, si vous voulez, moi, si vous permettez, je parlerai du tourisme. Parce que quand plusieurs entrepreneurs ont lancé l'industrie touristique à Maurice, et je dois dire, en toute honnêteté, que pas mal de chefs religieux avaient pensé un peu aux difficultés que pouvait causer le tourisme, c'est-à-dire peut-être un relâchement des mœurs, une moralité en baisse. Et Jean Margeau a eu le courage de voir plus loin. Et il a écrit cette fameuse lettre pastorale, « Le tourisme, une chance à ne pas perdre », en soulignant, comme c'était important pour les Mauriciens, nous étions une petite île,
de rencontrer des autres personnes qui venaient ici, de tisser avec les touristes des relations d'amitié. Et je pense que c'est ça qui a contribué à faire tant de familles mauriciennes tisser des liens, allons dire, très profonds avec les touristes qui viennent et reviennent à Maurice. Le tourisme, une chance à ne pas perdre. Pour moi, c'est un cri prophétique que peut-être il faudrait réactiver et voir quand même que l'Église catholique ne pas rester les bras croisés par rapport aux défis contemporains. Et la drogue, vous savez, la drogue donc, qui fait des ravages actuellement, eh bien là aussi, nous sommes partis en Italie, je me rappelle, visiter un centre spécialisé dans la réhabilitation des toxicomanes. Et en retour à Maurice, il a écrit cette fameuse lettre pastorale, la drogue, un défi, non une fatalité. On n'était pas destiné à devenir un toxicomane. Et à partir de là, toute une conscientisation de la population, la fondation d'un centre de réhabilitation qui a été repris, bien sûr, par d'autres organisations. Et je pense que là, par exemple, ces deux moments-là, ça a été par rapport au pays, par rapport à l'histoire, une contribution au progrès de notre civilisation. Et le titre de ce programme, Jean-Noël, je reprends le titre de la dernière lettre pastorale, Civilisation moderne et valeurs morales. Vous avez parlé justement avec l'IDP, le foyer Fiat, d'un modernisme, d'un renouvellement de l'Église. Quelles sont les valeurs morales laissées par le cardinal Margéot auprès des jeunes de cette époque? Ben, je pense que Monseigneur Margéot, il nous montrait, et je crois que c'est très important cela, il nous montrait combien, comme si nous avons besoin de nous développer nous-mêmes, comme si je ne sais pas si vous comprenez cette idée-là, c'est que il y avait eu une église où c'était l'église, comme si dirait, qui faisait tout. Et avec Monseigneur Margéot, comme a dit Philippe, c'est comme si dirait la prise en charge des chrétiens par eux-mêmes. C'est ça, je pense, que moi, je pense que Monseigneur Margéot a donné à cette église mauricienne, cette prise en charge que, par exemple, nous les laïcs, on prenait en charge notre destinée. Hein, parce qu'on réalisait, mais il fallait que quelqu'un nous donne cette possibilité-là. Cette possibilité n'était pas donnée dans l'église d'avant, parce que l'église n'était pas conçue de cette manière-là. Tandis qu'avec Monseigneur Margéot, il avait compris qu'il fallait laisser libre les laïcs, comme s'il dirait, et prendre leur propre responsabilité. Moi, je crois, et la preuve, hein, on voit maintenant, on a un laïcat mauricien très fort, très développé. Pourquoi? À cause de ça. Le laïcat mauricien est un laïcat intéressant à examiner. Il faudrait étudier le laïcat mauricien par rapport à d'autres églises. Le laïcat mauricien est très développé, prend en charge sa responsabilité, prend en charge sa propre destinée. J'aime bien cette expression que nous prenions en charge notre propre destinée. Et pour terminer, vous avez un livre que vous avez rassemblé, Père Goupil. Vous avez parlé que la biographie de Monseigneur Margéot n'est pas écrite encore. Mais ce livre, c'est quoi? Je fais que recueillir les enseignements, c'est-à-dire les lettres pastorales et les déclarations importantes. Alors, je pense qu'il était important qu'on édite un livre pour rappeler tout ça. Et le livre a été publié et je pense qu'il est là comme une espèce de mémoire de tout ce travail qui a été fait au service du mauricianisme, du pays, depuis l'indépendance jusqu'en 1992. Alors, ça, comme disait Jean-Noël, moi aussi je suis d'accord que le dynamisme qu'il a insufflé au laïcat est une voie d'avenir pour nous tous. Et je pense que c'est là notre espérance. Ah oui, certainement. Et c'est le mot de la fin. Ouais. Je vous remercie tous les deux d'être venus aujourd'hui partager vos souvenirs en ce week-end de la fête du bienheureux Jacques Désiré Laval. Et voilà, merci de votre attention. Bonne fête du Père Laval
Et on se retrouve dimanche prochain pour un autre Tipa Tipa, ensemble, nous avancer. Livrez nous nan ren long si mais pour nous marcher. Tipa tipa nous continue nous pour avancer. Traverse